Les derniers des Boréens, récit d'heroic fantasy postmoderne, par Lucius Bard. Lu par Lucius Bard. Disponible en intégralité sur la page Patreon de Bards in Exile. Issus d'un monde failli, ils ne sont plus d'une souche ou d'une autre. Ils sont sans racines. Ils sont une branche coupée de l'arbre de vie. Ils sont du bois sec. Ils ne bourgeonneront plus. Ils se sont sciés eux-mêmes. Selon nos valeurs, ils ne sont plus des nôtres. C'est pourquoi nous partons, nous, les derniers Boréens, nous, les derniers bourgeons. Car nous avons refusé le rituel impérial. Et si nous restons, nous n'aurons pas d'enfants qui resteront fidèles au clan. Et même, puissions-nous en avoir par miracle, nous ne pourrions pas leur assurer un avenir digne. Nous sommes issus d'un chêne aux racines séculaires ayant poussé sur l'île fluviale que l'Empire nomme Midworld, au milieu de nos terres d'Alta Borea. Nous sommes d'un climat rude et d'un terrain stérile, froid, humide et venteux. Toutes ces conditions rudes ont fait tomber de l'arbre les branches les plus friables. Nous sommes la sève d'un arbre aux racines très solides. Mais l'Empire l'a abattu et l'a déraciné. Nous sommes la dernière étincelle du flambeau boréal. C'est pourquoi nous partons. Notre avenir est où le soleil se lève, là où il n'y a pas de richesse, là où tout est à faire, là où il n'y a rien que les crocs de l'Empire puissent ronger, là où l'eau de source n'attend plus que des racines boréennes pour être absorbée. Notre jardin divin, c'est la terre de Droitardille. 22 Samhain au crépuscule. Flavian avait passé le réseau de canaux qui entoure Winterdawn et irrigue la plaine. Il entrait dans la ville. 1 kilomètre carré de cubes de béton en décrépitude, des tas d'ordures, de la friche industrielle, voilà ce qu'était Winterdawn. La vie toutefois grouillait, mais quelle vie! Il semblait à Flavian que les créatures rampaient dans les rues, tels des escargots, portant sur leur dos non leur maison, mais le poids de leur dysgénisme. Un nombre impressionnant d'hommes ratels, créatures maigres et flasques à la nuque voûtée, à la peau grisâtre et au regard livide, erraient dans les rues où leurs antennes captaient la chaîne, les yeux rivés sur leurs ratels naturellement greffés de naissance à leurs poignets au lieu de leur main gauche. Des capuches blanches, d'aspect fantomatique, faisaient les 100 pas dans les rues. Flavian regarda à gauche. Au pied des immeubles, des bandes d'ocres patibulaires et leurs fils intenables, et des sacs, et des bâches. Flavian regarda à droite. Un arrêt d'autobus abandonné sur le banc duquel reposaient des ossements. Le bus avait été en retard, comme d'habitude. Flavian regarda derrière lui. Une poignée d'êtres gris sans expression faciale, semblables à des robots, qu'on appelait des PNJ, finissaient leur journée et rentraient chez eux. Le PNJ était une chimère créée par l'Empire et effectuait les tâches qu'aucun ne voulait plus faire. Ouvriers, éboueurs, cuisiniers, ces gènes étaient conçus pour ne jamais se révolter. J'ai identifié 7 Boréens encore présents en Haute-Borée, candidats pour l'exil vers la Droitardille. J'en ai informé Claudius. Il est en train de faire le nécessaire pour avoir 7 places. Flavian. Et qui sont ces gens? Ceux du groupe, je suppose. Mais en comptant les disparus et ceux qui sont déjà partis, nous sommes moins de 7. Ludwig. Eh bien, compte par toi-même. Claudius, toi, moi, Alizé qui vit à Holywind, Imelda qui vit à Freeburg, et un mec, je sais plus son nom là, qui vit près de Valley Vineyards. C'est marrant, en fait, il reste une personne dans chaque région. Si on ne compte pas Claudius qui vit partout et nulle part, et si on met de côté le district de Calvingard, chef-lieu de Haute-Borée, qui est une dystopie complètement verrouillée où on ne peut rentrer sans avoir reçu le rituel impérial, et où il n'y a donc plus personne, eh bien oui, on est un par région. Flavian. Sauf que là, ça fait 6, et nous avons 7 régions. Ludwig. Oui, j'allais en parler. Il doit y avoir un 7e bonhomme, pas loin d'ici, mais ça n'est pas très clair, justement. Dans les logs récents des communications, j'ai suivi la trace d'un vagabond qui poste sur des messageries depuis son ratel et qui se dit être en Haute-Borée et recherche un moyen d'aller en Droitardille, peut-être même plus au Levant si j'ai bien compris. Il aurait été refoulé à la frontière némétienne. Mais il écrit sous pseudonyme, je n'arrive pas à le retracer.
Logiquement, s'il a tenté de passer cette frontière, c'est qu'il était dans la commune libre de Newcastle, juste au levant de Winterdawn, à l'autre bout du lac. Le problème est que son ratel a borné sur l'antenne de Holywind, qui est juste derrière nous, sur le haut plateau. Depuis plusieurs années, il est obligatoire pour tout citoyen du monde de se soumettre à un rituel pour renouveler son numéro de sécurité impériale et ainsi revalider son statut de citoyen. Lors de ce rituel, le citoyen se fait injecter un produit dont la composition est inconnue des Boréens, qui altère ses gènes, le rend plus obéissant, gomme ses traits trop distincts de genre, d'apparence et de caractère, et injecte une micropuce de type Ratel qui vous permet d'avoir un portefeuille personnel dématérialisé, ainsi que d'autres services connectés à la chaîne, directement greffés dans le poignet. Cette puce vous dure environ 3 ans, après quoi elle se désagrège et n'est plus utilisable, il vous faut alors refaire le rituel. L'un des effets secondaires de cette injection est que la peau des injectés verdit, bleuit ou même devient grise chez les individus lourdement chargés en ce produit, ce qui est le cas de la caste des Penji que nous avons vu plus tôt lors de l'arrivée de Flavion à Winterdawn. Ce teint de peau verdâtre, bleuâtre n'est pas mal vu au sein de l'Empire. Au contraire, c'est un signalement de vertu. C'est la nouvelle nature. Dans celle-ci, la brillance impériale de la peau, en vert ou en bleu, est un gage de pureté. Les derniers des Boréens comprennent que tout ce rituel, sous un vernis technologique futuriste, sert surtout à l'Empire pour suivre ses citoyens à la trace et pour briser les réfractaires. Tout ce que nous venons d'expliquer à l'instant, Ludwig ne manqua pas de le rappeler à l'identique, à Alizée et à Flavion. Puis il conclut ainsi. Et donc, voilà pourquoi nous ne sommes même plus des citoyens dans notre propre pays. Voilà pourquoi nous en sommes chassés. Parce qu'on a refusé de se soumettre au rituel impérial. Parce que nous n'avons pas voulu de leur nouvelle nature. Parce que nous avons voulu rester qui nous sommes et protéger notre sang sacré, le nôtre et celui de nos futurs enfants. Encore un de ces rats de boue qui fait les stages obligatoires de l'Empire, mais l'Empire n'a plus rien à offrir. N'empêche, reprit la voix de l'homme âgé, il y a bien assez de travail dans cette région, mais avec des bras cassés pareils, c'est sûr que le travail ne va pas se faire. Et là-dessus, voilà que tu démissionnes. Mais enfin, ça fait des mois que je te le dis, chef. Il ne reste plus que ça. Ce pays est fini, il a été sacrifié par l'Empire. Pourquoi crois-tu que je pars tenter ma chance à l'étranger? Mais voyons donc, Martial, les temps sont ce qu'ils sont, ça va être partout pareil dans le monde. Je ne comprends pas ta décision de partir, il y a encore bien des thunes à faire dans ce pays. Je ne suis pas venu depuis le pays de Bottia pour rien. Attends encore 10 ans, chef, et tu verras bien si j'avais raison, et... Hé, Ludwig, le Flav, ça fait plaisir. Devant Ludwig et Flavion se tenait Martial, une montagne de près de 2 mètres de haut, aux cheveux ébouriffés et à la barbe rousse. À ses côtés se trouvait un nain à la barbe noire frisée et grisonnante, proche de l'âge de la retraite. Ces deux finissaient leur journée de travail à la mine et rangeaient leur matériel. « La forme ou quoi, les gars ?» fit Martial. « Désolé de n'avoir pas pu donner de nouvelles ces jours. C'était un peu agité par ici. On est sous terre la plupart du temps, sans accès au réseau Ratel. On est en train d'assainir l'entrée de notre mine, collecter, trier les déchets, tout ça. Et puis, il y a eu plusieurs attaques sur la voie Transarpie à Eagle Junction ces derniers temps, à quoi 1 kilomètre d'ici à peine. Alors nous, on a un peu fait les ermites ici avec le chef. D'ailleurs, je vous présente mon chef. » Il désigna le nain avec sa main. « Mais c'est aussi un ami. Des fois, je l'appelle le petit chef. » Ludwig, Flavion et le nain se saluèrent. « Bienvenue dans les galeries de Salt Mine, » dit le petit chef. « Ici, c'est de la pierre précieuse surtout qu'on extrait, des minéraux et un tout petit peu d'éléments magmatiques. Mais notre principal revenu, ce sont les gemmes. À Valley Vineyards, ça se vend comme des petits pains à tous les riches politiciens et diplomates. Je suis propriétaire de ces terres depuis plusieurs décennies. Nous avions acheté cela à plusieurs avec 4 autres nains, à parts égales, et nous avions créé une coopérative minière. Mais aujourd'hui, je suis le dernier. Les autres sont partis en retraite. Je cherche un repreneur, mais c'est compliqué, comme vous le constatez. « Au fait, excusez-moi, les gars, » dit Martial, « de vous recevoir comme ça, le visage plein de poussière.
J'allais moi-même partir d'ici et remonter un peu vers notre lodge habituelle pour essayer de vous trouver. Mais j'ai du retard. Je mets mes affaires en ordre et j'aide le chef à débarrasser du bazar et des ordures pendant qu'on a encore 4 bras. Je pourrais partir que dans 3-4 heures quand il fera déjà nuit. Ou demain si vous préférez. Si vous êtes fatigué du voyage, je vous conseille de retourner à Eagle Junction et de remonter la rivière Mercury sur 1 kilomètre encore. Et là, non loin de la rive, vous trouverez une place un peu planquée pour faire du feu. C'est hors de la zone de vie des ocres car c'est sur un tronçon tout droit où il n'y a rien, où il ne s'arrête pas. Vous avez des tentes, je vois. Ludwig et Flavion acquiescèrent. Alors vous serez mieux là-bas que dans cette mine pleine d'immondices. Pourrez vous laver, l'eau de la Mercury est plus propre que les torrents d'ici. Et si ça joue pour vous, rendez-vous demain vers 9 h, ou en tout cas 1 heure après le lever du jour, à Eagle Junction. 28 Samhain 0003. La lumière de la chambre était tamisée dans la nuit. Ariane était couchée auprès de Flavian, sa main à lui caressant ses doigts à elle. Ariane et Flavian s'embrassaient. Une flamme vive brûlait en lui, et un doux parfum d'herbes et de fleurs diffusé par la chaleur des lieux semblait soigner son âme. Et puis, il n'y eut plus de chambre. Il y eut la brise givrante et la lumière de l'aube. Il y eut la toile de la tente. « Hein ? Oh, par tous les dieux, Ludwig !» s'exclama Flavian, levant la tête en sursaut, l'air embarrassé. La tente était vide. Il y avait juste un sac de couchage déplié à sa gauche. Ludwig était dehors à faire du feu. Ludwig. « Ah, te voilà enfin réveillé, le Flav. Tu viens griller ces saucisses, donc, et après on bouge de là. » Flavian. « Excuse, j'émerge d'un rêve assez prenant. J'espère que je n'ai pas trop bougé ou fait des trucs bizarres en dormant. » Ludwig. « Je ne sais pas, je m'occupe de ce feu depuis une demi-heure, pendant que toi, tu pionces. Mais bon, je t'en tiens pas rigueur. Avec les journées qu'on mène, on a le droit de se reposer aussi. Maintenant que tu le dis, moi j'ai cauchemardé cette nuit. J'ai rêvé d'une chose horrible. Le vieux boréen d'Eightbeef River, là, il était tombé de la falaise des aiguilles de Holy Wind. Et alors que je descendais en rappel pour essayer de le sauver, une faille sismique s'ouvrait sous lui et son corps glissait lentement vers le fond du gouffre en flottant dans les airs. Et plus je descendais, plus la faille se creusait profondément et plus son corps était entraîné vers le bas. Mais non, 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 c'est tout bon, ne t'inquiète pas, qu'elle disait sa voix, alors qu'il s'éloignait vers les profondeurs rocheuses, jusqu'à n'être plus vu de moi. Même si l'Empire s'effondre, et qu'on aurait une chance de rendre le Bankland indépendant, ce ne serait plus nous qui ne le peuplerions. Il parla encore plus doucement. C'est pour cela que je vous le dis. Ceux qui défendent la souveraineté du Bankland contre l'Empire du Monde sont dans l'erreur. Un Bankland indépendant peuplé de... ça, il désigna la foule avec sa main, ne changera rien en bien pour nous. Alors, à bas la nation banklandaise, et vive la tribu d'Alta Borea. Alors vous êtes allé à Holy Wind, si je comprends bien. Vous avez pu vous rendre au sommet comme je vous l'avais demandé? Oui, répondit Ludwig. D'accord. Donc vous avez vu ce qui s'y trouve, vous avez compris le plan. Alors c'est simple, il y aura 4 engins. 3 d'entre eux seront téléguidés par le 4e, vous n'aurez rien à faire que de vous asseoir et observer le paysage. 2 places dans chaque engin, nous avons donc 8 places. Mais j'aurai besoin de votre aide. Il me manque du matériel pour finaliser les préparatifs et sécuriser le dernier engin. Il nous faudra aussi de quoi nous couvrir, l'air est froid en haute altitude. Je sais où l'on peut, disons, emprunter ce dont on a besoin. Mais je n'y arriverai pas seul. La mission est extrêmement risquée. Nous n'avons qu'une tentative. Vous allez me prendre pour un fou, mais... je vois régulièrement une fille pendant la nuit. Au début, je pensais que c'était un rêve. Mais je ressens son toucher. J'entends sa voix distinctement, comme si j'étais à ses côtés. J'ai entendu son nom, Ariane, très distinctement. Je l'ai entendu prononcer le mien, Flavian, tout aussi clairement. Une nuit qu'il y a eu, je crois que je l'ai même vu lire ton message, Claudius, précisément dans ce bouquin que je tiens entre les mains. Mais, par tous les dieux, cette nuit-là,
C'était le 21, c'était la veille de mon départ. Flavion était emporté par l'émotion. Il dut se calmer et rassembler ses esprits. Claudius, les rêves lucides existent, certes, mais ça n'était pas un rêve normal. Ce n'était pas de la clairvoyance non plus, je ne peux pas me résoudre à le dire. Non, tout cela était bien réel. Les Boréens entraient à ce moment-là dans une partie plus dense de la forêt. À mesure qu'ils s'éloignaient du fond de la Wood Valley, la neige au sol se faisait plus rare, jusqu'à être totalement fondue par endroits. C'est un phénomène météorologique particulier qui a lieu dans cette vallée fermée, où le froid est gardé au fond de la cuvette, alors que les hauteurs jouissent de températures plus clémentes. Ainsi, il arriva un point où les traces que notre groupe de Boréens avait suivies ne furent plus nulle part en vue. Ce n'était plus que terre nue et aiguilles mortes. Le sol était tapissé de champignons par endroits. Marchant à l'arrière du groupe, Alizée ramassait des bolets banklandais. Comme elle était des hauts pays, les champignons des monts Sainte-Turbine n'avaient plus de secret pour elle. Elle savait reconnaître les vénéneux des comestibles sans même se pencher. Plus haut dans le groupe, l'ambiance se dégradait. « Il fait froid, il fait faim aussi, » grommelait Martial. « On est où, là? Il n'y a plus de chemin, » alertait Flavion. « Cette forêt n'a pas de rivière, » continuait Martial. « Il y a des trous, des bosses, le relief n'est pas logique, on ne sait jamais où on va. On est paumé, je vous dis. Cette grosse souche d'arbre, on est déjà passé devant, on tourne en rond, je vous le dis. » tonnait Martial. « Tout ça, c'est à cause de toi, Ludwig. » La forêt était plongée dans une brume sombre, et plus haut dans le ciel, une couche épaisse de nuages recouvrait la région. C'était un de ces temps où il faisait comme nuit, même en journée. On eût peiné à dire si le crépuscule était déjà là ou non. Alors qu'elle cheminait, entourée de toutes sortes de champignons, Alizée entendait des voix sourdes au loin devant elle. Elle reconnaissait la voix de ses camarades, mais son esprit s'embrumait. Elle avait l'impression d'avoir déjà vécu ce moment, d'avoir déjà été sur cette piste avant avec le même groupe de Boréens. Mais alors, est-ce qu'elle était en train de tourner en rond? Peut-être était-ce la fatigue ou l'humidité des lieux? Je viens depuis Gopenland, horde de plomb. Je cherche à rentrer maison, mais frontière avec Bourbigny fermée. Frontière avec Némétie aussi. Il n'y a pas autobus. À moi, il n'y a pas carte sécurité impériale, alors à moi, pas possibilité passer frontière. Je cherche passage frontière pas contrôlé. Eh bien, vous allez le chercher encore longtemps, votre passage pas contrôlé, signala Martial. C'est qu'ils ont mis le paquet, les voisins, à la frontière. Ah, c'est vous, le Gopenick, qui cherche à retourner au pays, demanda Ludwig. Nous avons vu vos graffitis en bas à Goldmount. Nous avons tout de suite pensé que vous étiez perdu dans la région. C'est un miracle qu'on ait trouvé vos traces et qu'on vous ait rejoint ici, en tout cas. Goldmount, pas bon. Là-bas, il y a beaucoup mafieux ocre. Eux coupent route. Eux coupent gorge voyageurs aussi. Où allez-vous exactement? Dans les contrées du Levant, plus loin que la Droitardie? Droitardie, pays sur chemin vers pays à moi. À moi, il y a nécessité traverser Droitardie et montagne Carapate pour rentrer chez moi à Gopenland. La jeunesse impériale faisait sa vie en ville. Les villages, les hameaux et les fermes isolées étaient voués aux vieillards et aux voleurs. Autrement dit, ils n'étaient plus que des tombeaux à piller. Rien n'interdisait aux jeunes d'y vivre, mais, dans les faits, leur départ massif des campagnes était ce qui arrivait. La complexité du monde moderne ne s'appréhendait qu'en ville. Aucun débouché professionnel n'existait pour un jeune qui ne connaissait pas la langue globiche en outre. De ce fait, toute la jeunesse vivant dans la province impériale de Haute-Borée passait obligatoirement par l'une ou l'autre université de Freiburg ou de Kalvingard, des goulots d'étranglement où l'on pouvait insuffler aisément la propagande impériale aux futures masses. Il était acté d'avance qu'en tant que jeune, vous n'iriez pas en des lieux ruraux isolés et resteriez à faire vos études en langue globiche dans les centres-villes, cœur de l'Empire du monde, artère constamment bouchée par la circulation de toute la bourgeoisie cosmopolite impériale.
Les surtres juvéniles allaient et venaient de part et d'autre d'eux, sautillant de gauche à de droite, émettant des ultrasons, la gueule grande ouverte, leurs incisives dépassant de leur bouche sur leurs lèvres inférieures pendantes et charnues. Ils étaient si bruyants et agités que l'on était incapable de compter combien ils étaient. En tout cas, au moins 3. On faisait l'école à la maison pendant que les parents travaillaient à l'extérieur. Ils étaient biologistes et étudiaient le climat, l'impact du refroidissement de la planète sur la faune et la flore, dans les coins reculés des monts Sainte-Turbine. Et moi, je lisais des livres, j'écoutais des documentaires, je consultais des œuvres sur nous, les Boréens. Je m'imaginais faire partie d'un monde avec d'autres familles comme la mienne. Mais lorsque nous descendions à Winterdawn ou à la zone, nous ne voyions que de ces sombres créatures. Ces sorties m'effrayaient. Et puis un jour, la mafia ocre a frappé chez nous. Ma grande sœur, qui ne supportait plus cet isolement, est partie vivre avec un de ces imbéciles. Et puis, elle a eu des enfants de lui. Et puis, elle a fait le rituel impérial. Je ne lui ai pas pardonné de se mettre avec un ocre. Et elle ne m'a pas pardonné de refuser le rituel impérial. Alors, une fois que leurs cohortes ont eu infiltré nos terres dévastées par les guerres, ils ont jugé avoir meilleur temps de prendre les choses en main pour rétablir la paix, réparer notre monde et lancer sa reconstruction à leur sauce. Martial. Et c'est exactement notre problème. Claudius le dit bien, le continent andromédien a toujours été le phare du monde et le berceau des grands inventeurs, avec toute une flopée d'inventions développées dans les terres boréales. Et voilà que ces demi-gobelins carterons d'elfes arrivent sur nos terres et nous forcent à vivre à leur manière, à faire bisous bisous avec tout le monde, alors que notre nature c'est d'être guerrier. Point à la ligne. Ludwig. Tu vois le mal partout. Ce sont juste des opportunistes, je te dis. Ils font juste ça pour les thunes. Nous nous sommes achevés nous-mêmes avec ces guerres de religion fratricides et stupides. Si on s'occupait un tout petit peu plus de thunes et de projets réels, et un peu moins de préceptes religieux dans notre âge, on pourrait se le faire, ce pays dont nous rêvons. On façonnerait le monde à notre image. Si c'est cela, être un enfant aimé, je n'imagine même pas l'horreur que vivent les enfants mal aimés. Et ceux-ci, vois-tu, Alizé, sont peut-être ceux que je veux le plus aider. Je comprends désormais ce qu'est l'enfer. C'est une âme damnée qui se réincarne en enfant mal aimé, de manière cyclique, jusqu'à la fin des temps, ballottée dans les couloirs labyrinthiques des instituts, aux murs tout de blanc écru, où s'entend le bourdonnement des lampes électriques et les cris lointains des âmes en peine. Au pic Sainte-Turbine, oui, c'est ce que je vous dis. La station radar ne fonctionne plus là-haut. L'antenne a dû être sabotée. Nous devons déblayer à la main s'il le faut et monter voir ce qui se passe. Déblayer? Mais vous n'y pensez pas. Nous n'avons plus de budget. Tout est mis dans la sécurité, à la prévention des incivilités à Winterdawn. Nous devons trouver un moyen de faire ce plein et arriver là-haut. Notre sort est en jeu. Mais enfin, la seule voiture disponible est calcinée dans le centre, au pied du bureau des télécommunications. Notre collègue a tout juste pu s'échapper. Et la brigade de Freeburg? Émeute, mutinerie. C'est mort, je vous dis. Nous n'avons pas le choix. Nous devons atteindre ce pic de Holywind, coûte que coûte. Le réseau Rattel est mort. Nous devons réparer l'antenne. Il nous reste le vieux chasse-neige du quartier de l'inclusivité. Eh bien, vous attendez quoi? En route! On aura besoin de renforts. Nous devons attendre le blindé tout-terrain de Calvin Guard et les spécialistes. Ils ont l'ordre de monter à Holywind dès qu'il y a une interruption. Des fois que le sommet serait occupé par des rebelles. Mais rien ne nous empêche de commencer déjà le déblayement de la route. Et vous croyez vraiment qu'on aura assez de carburant pour faire déblayer ce vieux coucou jusqu'au sommet? Je vous rappelle que la route de Holywind n'est même plus praticable par les piétons. Comment vous voulez faire autrement? Prendre le petit chemin des gorges? Le chemin des gorges? Nous y avons déjà envoyé un de nos plus vaillants agents à cause de cette affaire d'elfes. Mais la partie supérieure est impassable, j'imagine. De toute façon, le réseau Rattel ne fonctionne plus. Pas moyen de les joindre. Il faut attendre leur retour à Winter. Les Boréens étaient maintenant trop loin pour entendre la suite de la dispute. La patrouille ne les avait probablement même pas vus passer, toute préoccupée qu'elle était. Dans un grenier sombre, il y eut de l'agitation, des bruits de sacs et des grincements de parquet, puis des bruits de pas descendant l'escalier en trombe, puis le bruit d'une porte claquée. Ludwig était allongé, les yeux fermés, mais à aucun moment n'avait-il dormi. Alors il ouvrit les yeux pour voir qui du groupe n'était plus là. Mais il faisait très sombre. Il devait être passé 16 heures. À 2 jours du solstice, les journées sont vraiment courtes. Il tenta alors d'apercevoir la rue à travers la lucarne. Il vit alors une grande silhouette s'éloigner de la maison d'une marche rapide en direction du sommet.
Par tous les dieux, mais il est fou! Il faut dégommer eux pour empêcher eux de dégommer nous. Comme ça, après, pas de problème, pas autre guerre. Dans le mutisme d'un sommet de montagne endormi pour l'hiver, seule la marmite bouillante et le crépitement du feu se faisaient entendre. Des Boréens observaient le sol, d'autres observaient la fumée sortant de la casserole. L'odeur de cuisson de la viande et de la sauce bien grasse redonnait un tout petit peu le moral aux troupes. On remerciait les dieux, par une pensée silencieuse, d'être encore vivants, d'avoir faim, de sentir l'odeur de la nourriture ou des essences de bois dans l'âtre. Mais on priait aussi pour les camarades disparus, pour ceux proches et disparus récemment, dont on avait perdu la trace, et pour les autres plus lointains, disparus depuis des mois, que l'on n'avait jamais retrouvés. Pour les disparus volontaires, qui avaient renoncé à l'aventure, et étaient retournés dans la masse grouillante, dans le minerai corporatif de l'Empire du Monde, pour ceux qui, en fin de compte, étaient désormais ni présumés morts, ni prouvés vivants. On servit le repas nocturne. Les cliquetis des cuillères dans les assiettes, les dents qui mâchent la viande et les lèvres qui aspirent la sauce étaient les seuls sons qui composaient l'atmosphère sonore du lieu. Et puis dehors, c'était le noir complet. Le brouillard devait cacher les lumières des villes là en bas dans la plaine du Bankland. Ou alors, le Bankland s'était éteint et avait sombré dans le chaos. « On peut passer à table, tout le monde, le souper est servi !» lança Alizé. « Mais enfin, ma Lilise, on vient à peine de finir le repas de midi et voilà qu'on remange déjà !» s'étonna Claudius d'un ton théâtral. « Le repas de midi ?» fit Imelda d'un ton enjoué. « Eh bien, elle est belle, celle-là. À 6 heures du soir qu'on l'a fini, ce repas-là. » Elle posa un plat sur la table. « Si au lieu de discuter, vous mangiez un peu !» Lorsque le pont sera fait entre la Crustacie et l'Andromédie, le homard géant finira de dévorer l'Andromédie. Cela marquera la fin des temps pour les empires et la fin d'une ère pour les Boréens. Mais que les dieux gardent les Boréens loin de la peur, car des îles et des montagnes renaîtra leur descendance.